rendez-vous hebdomadaire d'information, de débat sur la chaîne Direct 7 TV. Merci donc d'être à ce rendez-vous pour en tout cas avoir d'ample d'informations sur ce qui se fait en termes d'accompagnement par rapport aux couches vulnérables en cette situation de pandémie au coronavirus. Il y a tellement d'actions par rapport que ce soit au niveau du gouvernement, des ONG, des associations. Le Conseil national de la jeunesse n'est pas resté en marge de ces actions. Il y a une tournée de sensibilisation, d'accompagnement aujourd'hui sur le terrain. D'abord pour le moment c'est le Grand Lomé, mais on va bientôt, puisqu'ils sont déjà là sur le plateau, leur poser la question de savoir les zones vraiment concernés par cette séance ou bien cette journée de sensibilisation. Alors, j'ai deux invités. Je vais me tourner d'abord celui-là qui représente même l'administration. C'est vrai, il n'est pas le président. Mais à l'absence du président, il est là pour quand même donner plus d'explications. Il s'appelle donc Koutob Adves. Il est le secrétaire général du CNJ, Conseil national de jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, monsieur Herman. C'est un plaisir pour nous d'être sur le plateau de Direct 7. Très bien. Lui représente quand même le Grand Lomé. Il est le président du conseil régional de la jeunesse dans le Grand Lomé. Merci une nouvelle fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci Herman, c'est un plaisir d'être toujours à Direct 7. Très bien. Je vais me tourner dans le secrétaire parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le CNJ. Quand on parle de CNJ aujourd'hui, de quoi il s'agit concrètement? Oui, le CNJ, c'est une fêtière des organisations, associations et mouvements de jeunes qui sert de cadre d'échange, d'échange, de réflexion et d'action pour ces organisations, associations et mouvements de jeunes. Qu'est-ce que nous entendons par jeunes? C'est toute personne comprise entre 15 et 35 ans, suivant les instructions données par la Charte africaine de la jeunesse à laquelle notre pays a adhéré. Donc le CNJ, pour ce faire, a été créé en 2008 et a pour but de pouvoir favoriser l'émulsion de réflexion et d'action au niveau de la jeunesse pour en faire un tout, les porter au niveau des partenaires, du gouvernement, pour que nous puissions ensemble contribuer à l'épanouissement et à au développement intégral, je dirais, de la jeunesse et à sa participation active au développement et à la construction du pays. Donc, qui peut, à part l'âge, qui peut être membre du CNJ, à part l'âge? Justement, je l'évoquais tantôt, le CNJ était concentré, c'est une fêtière d'associations. Donc c'est pour vous dire déjà que ce sont les associations, organisations, mouvements de jeunes qui sont membres du CNJ. Ce n'est pas l'individu seul. Non, ce ne sont pas les individus. Les individus sont plutôt mandatés par les associations auxquelles elles appartiennent. Donc, dans ce sens, nous avons la chance d'avoir le président régional Lomé Commune qui est avec nous. Nous avons une architecture démembrée qui va d'un bureau national aux bureaux régionaux, des bureaux régionaux aux bureaux préfectoraux. Quand vous parlez d'association, est-ce qu'il y a des domaines spécifiques ou bien tout ce qu'il y a comme association peut quand même adhérer au CNJ? Bien sûr, cela demeure une force actuelle du CNJ. Toute association peut adhérer. Le CNJ était melting pot, je dirais vraiment, de différentes associations qui évoluent dans différents domaines. Donc nous avons des associations dans le domaine de la culture, de la santé, de l'eau, de l'assainissement. Donc c'est toute association, quel qu'en soit son but, peut adhérer au CNJ. Maintenant, nous, à notre niveau, au niveau du bureau, nous faisons une répartition en termes de catégories, de domaines d'action, ce qui permet de mieux orienter l'aide et l'appui technique à apporter aux différentes associations suivant leur catégorisation. Vous êtes à Lomé, dans le Grand Lomé, il faut le dire. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce qu'il a dit, vous représentez quand même une association, en tout cas, le Grand Lomé. Concrètement, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait dans le CNJ? Oui, le Grand Lomé, comme il l'a dit, regroupe deux grandes préfectures. La préfecture d'Agoy-Nivé et la préfecture du Golfe. Et donc, nous, à notre niveau, notre rôle, c'est de coordonner les activités de ces deux préfectures. Et donc, suivant, bien sûr, le plan d'action que le Bureau national s'est fixé. Donc, c'est en fonction de ce plan d'action que nous accompagnons les activités de ces deux grandes préfectures pour aussi leur faciliter un tant soit peu les démarches dans certaines situations. Alors, on vous voit depuis la semaine dernière sur le terrain
dans cette situation. Mais bien avant cette sensibilisation-là, qu'est-ce que vous-même, la question est à vous deux, qu'est-ce que le CNJ en son sein a produit, c'est les mesures mises en place pour contenir le risque de propagation au sein du CNJ notamment? Ok, oui, si vous permettez, Erwan, merci. La pandémie actuelle a nécessité un certain réajustement au niveau de toutes les institutions et administrations. Le CNJ n'en déroge pas et nous avons eu aussi à mettre en œuvre un certain nombre de mesures sanitaires et non sanitaires. Au point de vue sanitaire, il est clair que aujourd'hui, au niveau du CNJ, nous sommes tous appelés à nous munir de nos protèges, de nos cache-nez, vous voyez, qui sont tagués même à l'effigie de l'institution. Voilà, nous avons un dispositif de lavage de mains, voilà, au niveau de notre siège, qui, je profite en même temps pour le dire, est à Kakaveli, le siège de l'institution. Donc, nous avons un système de lave-mains qui nous permet de nous désinfecter les mains avant d'avoir accès à nos bureaux. Voilà, nous avons des gels hydroalcooliques, voilà, pour que nous puissions nous désinfecter les mains à intervalles réguliers, voilà, lorsque nous sommes en activité. Ça, c'est en ce qui concerne les mesures sanitaires. En ce qui concerne les mesures non sanitaires, nous avons aussi mis en place un système de rotation, comme dans la plupart des administrations. Voilà, tout le personnel n'est pas mobilisé en même temps. Voilà, c'est suivant les impératifs de l'heure. Voilà, et nous travaillons par rotation. Voilà. D'un autre côté aussi, nous avons essayé de privilégier le travail à distance. Voilà, même s'il est vrai que pour le moment, la connexion demeure un souci majeur pour pouvoir la connexion demeure un souci majeur pour pouvoir avoir une optimisation de ce travail à distance, mais n'empêche, nous essayons de faire avec les moyens de bord. Donc là, nous essayons de mettre à profit les réseaux sociaux, notamment WhatsApp, si vous permettez que je le dise. Voilà, WhatsApp est l'application qui bat tous les records actuellement, l'application Zoom. Voilà. La visioconférence. Voilà, ça nous permet d'être en interaction entre les membres du bureau et les partenaires. On revient maintenant par voir. Vous voulez compléter? Il faudrait ajouter aussi le fait que le CNJ a pris aussi sur lui la responsabilité d'éviter les activités qui organisent, qui mobilisent beaucoup de personnes. Et toutes ces activités ont été revues en fonction de la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et donc, les séminaires et autres se font plutôt sur les plateformes et les formations, ainsi de suite. Voilà comment les choses se font. Sinon, vous n'êtes pas à l'arrêt, vous êtes toujours en activité. Oui, nous sommes toujours en activité. Même le personnel dont il parle, entre-temps, si le personnel doit se retrouver dans une activité, forcément au bureau, même si vous êtes 3-4, il faut qu'on respecte les mesures barrières. Il faut que la distanciation. Très bien, maintenant vous êtes sur le terrain. Et concrètement, qu'est-ce qui est fait, l'objectif poursuivi et la cible, surtout par rapport à cette tournée? Oui, l'objectif poursuivi, c'est arriver à sensibiliser la population sur le grand risque de cette pandémie. Parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a eu un relâchement au niveau de la population. On se livre ou on se sert facilement les fausses informations, se disant il n'y a pas de corona, c'est un business, et ainsi de suite. On se dit des choses qui pourront même amener des gens à continuer par bafouer les mesures sanitaires. Et là, nous, en tant qu'institution regroupant les organisations de jeunes, on s'est dit qu'il fallait trouver le moyen de sensibiliser, de rendre cette population plus éveillée. Et donc la cible, c'est les personnes vulnérables. Ceux qui parfois n'ont pas accès à la vraie information. Puisqu'il y a des gens qui ont accès à la vraie information, mais qui manipulent cette information. Mais au même moment, il y a d'autres, par exemple, quand on était au niveau du marché des pêcheurs, au niveau d'Amoutive, il fallait être là pour voir, c'est que des gens ne savent même pas de quoi il s'agit exactement. Et ils ne sont pas aussi outillés pour se protéger contre cette pandémie. Et donc, nous, au départ, notre objectif était de sensibiliser, d'amener les gens à se rendre compte de la réalité de ce danger, de cette pandémie. Et ensemble, on verra comment prendre les dispositions pour nous protéger tous ensemble. Parce qu'aimer sa communauté, et s'aimer tout d'abord, et aimer les autres. Il y a un thème, vous l'avez employé, personnes vulnérables.
les catégories vulnérables. Moi, ça me pose un petit problème. Parce que quand vous parlez de vulnérables, personnes vulnérables, de qui il s'agit concrètement? Quelle catégorisation vous faites par rapport à cette expression? Oui, merci monsieur Armand. Effectivement, la terminologie de personnes vulnérables pose un sérieux problème, voilà, par rapport à qui sont mis dedans, qui sont exclus. Oui. Voilà. Donc, mais par rapport à notre projet, nous nous sommes dit, il y a une certaine catégorie de personnes qui, eux, ils sont permanemment exposés. Pour commencer, déjà, c'est nos frères conducteurs de taxi moto. Voilà, on se dit, ben, à un moment, les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement ne sont pas respectées? Non, ne sont pas respectées. C'est pas qu'elles ne sont pas respectées, mais par exemple, elles disaient aux côtés de taxi moto, à un moment, elles ont voulu de ne pas remorquer ou carrément, à un moment même, on leur a demandé de cesser toute activité. Oui. Voilà. Entre-temps, on leur a permis de reprendre, mais c'était sous certaines conditions. Aujourd'hui, on se rend compte que, comme il a dit, le relâchement est de mise. Certains vous mettront en avant le fait qu'ils n'ont pas les moyens pour se munir des cache-nez. D'autres, ils l'ont, mais ils l'ont sous le manteau, vous disent que bon, cette histoire-là, c'est déjà passé depuis. N'est-ce pas parce qu'il y a peut-être un flux d'informations accentué. Bon, on est fatigué d'attendre la même chose, il faut passer à autre chose. Oui, sûrement, c'est possible, mais derrière le facteur le plus dangereux, comme mon collègue le disait, c'est les fake news, en fait. Ouais. Voilà. Il y a un ensemble d'informations qui circulent et qui a tendance à faire croire que, effectivement, la maladie, elle est vaincue, ou d'ailleurs elle n'existe pas, etc. C'est une manipulation, soi-disant politique, ou religieuse, je ne sais pas de quel ordre. Donc, ça fait que cette cible que nous visons, à un moment, nous estimons qu'ils n'ont pas la réelle information et ils sont plus à même d'être à risque à travers le relâchement qui est observé. Donc je disais, il y a les conducteurs de taxi moto, il y a les femmes et hommes de métier qui sont souvent au bord de la route, c'est-à-dire les menuisiers, les soudeurs, les ferrailleurs, voilà, les mécaniciens. Voilà, il y a cet ensemble de personnes-là. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous arrivez vers eux, vous leur parlez ou voilà, comment ça se fait la sensibilisation concrètement? Oui, concrètement. Vous les regroupez, puisque vous avez dit qu'il n'y a plus d'activité de regroupement. Maintenant, comment ça se fait? Vous allez individuellement vers eux ou comment ça se fait, cette sensibilisation? Okay. Bon, merci. Ce qui a été fait, c'est que nous avons un véhicule sonorisé qui passe déjà des messages dans tous les artères où nous empruntons. Mais nous avons aussi des zones qu'on a déjà ciblées, des zones à fort risque, d'après nos études. Et arrivé à ces zones, l'équipe qui a été mobilisée pour ce faire se sépare. Et on se prend à deux pour s'approcher plutôt des gens que de les laisser venir vers nous. Et nous, notre objectif, c'est sensibiliser, attirer l'attention des gens. Et là, quand on vient, on passe le message. Si le message est reçu et qu'on se rend compte qu'il y a 1, 2, 3 de nos interlocuteurs qui n'ont pas de cache-nez, alors là, le peu de cache-nez que nous avons à notre disposition, on le leur remet. Si également nous nous rendons compte qu'il y a un dispositif de lavage de mains qui est là et qui très souvent défectueux ou qu'il y a manque de savon, de l'eau, on se charge de régler cette situation avant de continuer. Et nous l'avons fait un peu partout, dans toutes les zones que nous avons couvertes. Et là, il y a un point de départ et un point de chute. Mais au fur et à mesure, ce n'est pas que nous nous levons et on continue. Au fur et à mesure, on s'arrête et on fait des escales pour faire quoi? Pour essayer un peu d'attirer l'attention des gens sur ce qui se fait. À côté, vous verrez que nous avons mis sur pied un programme, mais pendant que nous sommes en train d'aller, on voit ou on découvre une autre zone. Et vous adaptez on adapte la situation parce que ce n'est pas la peine d'aller dire que voilà, notre programme en fait était flexible. Donc, si on découvre une autre zone qui est à fort risque, il faut qu'on trouve un moyen de s'arrêter également et de passer le message avant de continuer. Avez-vous l'intention, cette impression-là, que l'information passe concrètement ou réellement? Oui, nous sommes très ravis d'abord l'accueil que nous avons eu dans les deux grandes préfectures, les préfectures du Grand Lomé, parce qu'il y a des endroits où vous arrivez même et des gens se lèvent pour
faire le même travail que vous. Cela s'est passé hier seulement au niveau du port de pêche, au niveau de Baguida. Nous sommes en train de passer le message et en même temps, nous avons aussi été accompagnés par une équipe du port autonome qui venait aussi passer le même message. Avec aussi un véhicule sonorisé, ça donnait un grand engouement. Il y a des endroits où vous arrivez, c'est difficile. Le message n'est pas facilement réceptible. Mais il faut quand même continuer parce que ce n'est pas parce que vous passez le message et qu'on rejette qu'il faut en même temps abandonner. Nous avons continué et à un moment donné, on s'est rendu compte que quand même le message passe. Le message passe et c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. Quelles sont les zones ciblées dans le Grand Lomé d'abord? Voilà, donc si vous permettez, je vais... Revenir un peu? Non, pas revenir, mais prendre la question sur un angle macro. Oui. Je vais replacer l'exécution du projet dans son contexte. Donc voilà, nous avons eu la chance dès le départ de la pandémie de discuter avec un certain nombre de partenaires et nous nous sommes rendus compte de la nécessité de cette action sur le terrain. Donc cette action, pour le moment, nous avons pensé à la diriger vers le Grand Lomé, en espérant que nous aurons d'autres possibilités en termes de ressources pour pouvoir aussi la dupliquer dans les autres préfectures que nous savons aussi très nécessiteuses. Ouais. Voilà. Donc le Grand Lomé, c'est les deux préfectures Golfe et Agoué qui ont été ciblées. Et au sein de ces préfectures, comme je l'expliquais, notre architecture nous permet d'avoir des représentants locaux, préfectoraux. Donc, à travers ces représentants à la base, nous avons fait un travail de terrain, de prospection, qui nous a permis d'avoir une idée bien concrète des zones auxquelles il fallait s'attaquer, des zones que je dirais les plus nécessiteuses, d'après vraiment une étude de terrain très poussée qui a été faite avec l'aide des communes. Parce que je dois rappeler que le gouvernement, au rang des mesures non sanitaires aussi, a mis en place une coordination nationale de riposte contre la pandémie. De quel dépend des comités locaux de riposte. Donc nous avons la chance d'avoir des représentants dans ces comités locaux de riposte qui sont en même temps des comités préfectoraux. Donc c'est sur la base des études et des différents rapports remontés au niveau de ces comités préfectoraux que nous avons fait ce ciblage de zones et que nous avons déterminé aussi les personnes vulnérables et le type d'action à mener. Donc l'objectif premier, effectivement, c'est sensibiliser toujours. Mais à l'appui, nous avons un minimum de matériel, composé de masques de protection, de gel désinfectant, et que nous apportons, modestement, à l'éradication, à la lutte pour l'éradication du mal. Donc là, pour revenir à votre question, si vous permettez, dans la préfecture d'Agoué-Nivé déjà que nous avons parcouru la semaine passée, nous avions commencé ce projet depuis le jeudi 28 mai. Donc nous avions fait le lancement au niveau de la commune de Zanguera avec un fort accueil de la part de la mairie. Nous avons pu œuvrer aux côtés du chef canton qui nous a apporté tout son soutien. Et nous avons fait un périple dans toutes les artères de la commune, surtout au marché. Entre-temps, nous avons poursuivi avec la commune de Vakwasito et la commune d'Adetikopé et Zongo, qui sont aussi des communes très, très, très nécessiteuses dans cette matière. Donc, pour finir, nous avons bouclé la préfecture d'Agoué-Nivé et là, depuis le mercredi passé, nous avons entamé la préfecture du Golfe. Et là, nous avons déjà parcouru les zones de Douma CC, Golfe 3 en termes de communes, Douma CC, Amouti-V, Décon. Hier, nous étions dans la commune de Baguida et nous comptons finir aujourd'hui avec la commune de Sagbado, de Golfe 7, autrement dit à Didogoré. Voilà donc les zones pour le moment touchées par cette sensibilisation. J'ai quand même voulu poser pourquoi j'ai posé cette question. Il y a des zones de forte concentration. Vous avez mentionné les marchés. Donc j'aimerais savoir si vous êtes quand même allé au marché. Bon, le grand marché même de Lomé. Je vous donne un indicatif au niveau de l'abattoir. Parce que j'ai reçu également quelque part sur un média la directrice de l'EPAM qui parlait
marchés clôturés, non clôturés et bien d'autres. Sauf qu'au niveau de l'entrée d'abattoir, même quand vous allez au niveau du cimetière où il y a les décharges de fruits et bien d'autres, bon, finalement on ne sait plus s'il y a corona ou il n'y a pas corona, hein, parce que ça joue un amalgame. Donc est-ce que vos actions sont dirigées vers ces genres de personnes? On nous fait savoir dans le règlement que personne ne peut entrer quand même dans le marché sans port de masque, c'est systématique. Sauf que vous passez du côté de l'abattoir, bon, il n'y a rien. Bon, est-ce que vos actions sont dirigées à ce niveau? Oui, si vous permettez, je vais apporter un début de réponse. Ça rejoint un peu votre première préoccupation qui était celle de savoir qui sont les personnes vulnérables. C'est-à-dire que voilà, à un moment, le besoin est grand. Le besoin est grand. Nous avons la chance d'avoir une coordination qui a été mise en place en ce qui concerne les marchés, je pense dirigée par le préfet d'Agoy-Nivé. Oui. Voilà. Et qui prend vraiment sur elle de faire cette prospection-là dans les 54 marchés du Grand Lomé. Voilà, c'est l'information qui a été portée à notre niveau, qui fait ce travail vraiment de se rendre compte de la mise en œuvre des mesures barrières, des mesures édictées par le gouvernement et qui essaie d'apporter son concours pour faciliter le respect de ces mesures-là par les concitoyens. Donc, le besoin est grand. Nous nous sommes dit, après échange avec les différents comités préfectoraux, voilà, nous respectons le travail qu'ils font. Nous allons nous attaquer, je dirais, à une couche plus à la base, voilà, dans les différents quartiers, dans des zones où les dons et contributions n'ont pas l'habitude d'aller. Voilà, le grand marché, je dirais, c'est un grand champ de travail, vraiment. Nous aurions pu ici aller vers là. Nous sommes adressés aux comités préfectoraux de riposte. Nous avons essayé à leur niveau de faire une remise symbolique aussi du matériel que nous avons à notre disposition pour qu'eux aussi, à leur tour, ils puissent les répercuter vers les centres et voilà, institutions qu'ils ont en charge. Okay. Voilà. Nous tendrons vers la fin, donc rapidement. Est-ce que ces actions vont s'arrêter là? Parce que vous avez dit que vous finissez peut-être avec une zone donnée aujourd'hui. Est-ce que ces actions vont s'arrêter là où il y a encore d'autres actions à mener après dans le Grand Lomé? Oui, tant que la pandémie n'est pas encore totalement éradiquée, on ne peut pas se permettre d'arrêter les actions. Les actions, il faut qu'on les continue. Il faut qu'on les continue d'une manière ou d'une autre. Et donc, à travers les sensibilisations de proximité, à travers les messages que nous allons véhiculer ici et là, ça ne peut pas s'arrêter. Et le bureau national est là. C'est vrai, je suis membre du bureau national, mais le SG étant là, il est le mieux placé pour nous donner les vraies intentions du bureau. Mais étant membre du bureau, il sait déjà que le bureau a pour objectif de continuer dans les autres régions. Mais c'est simplement parce que le Grand Lomé est la région la plus affectée en matière de statistiques qu'on a dû commencer par... à juste titre par le Grand Lomé. On va finir sur votre dernier mot peut-être avant de revenir à mon président. Ok. Il a tout dit. Le Grand Lomé est l'épicentre de la maladie. Nous avons commencé par le Grand Lomé. Maintenant, nous profitons de cette occasion que Direction nous offre pour faire un appel du pied à d'autres partenaires. C'est vrai, nous avons un outil formidable que constituent les réseaux sociaux. Le CNJ va continuer toujours pas exploiter cet outil moins coûteux. Voilà, pas exploiter notre architecture, le fait que nous ayons des développements à la base. Maintenant, je fais un appel du pied, en même temps aux partenaires bonne volonté, aux mécènes qui aimeraient bien appuyer l'action que nous menons pour que nous puissions la dupliquer effectivement dans d'autres préfectures qui sont si nécessiteuses comme la plaine de Meaux, voilà, la préfecture de Tchaoudjou et les autres préfectures fortement touchées. Mon dernier mot, mon mot de fin serait voilà, un remerciement à l'équipe de Direct 7 et une exhortation à nos frères, sœurs, concitoyens. Le coronavirus est une maladie réelle. Respectons les mesures édictées par le gouvernement. C'est pour notre bien. Pour que au plus tôt ce mal soit éradiqué et que nous puissions reprendre nos activités comme nous le faisions dans un passé très récent. Merci Koutob Alves, il est le secrétaire général du Conseil national de la jeunesse. Le second invité pour son dernier mot. Merci. Moi je dirais que la jeunesse que nous avons la lourde responsabilité de coordonner doit se lever d'un seul coup, doit faire de la question Corona sa priorité. Et pourquoi? Parce que la seule chose que nous devons savoir, c'est que le coronavirus ne circule pas.
il n'a pas de pied pour circuler. C'est nous qui pouvons le faire circuler. Et à partir du moment où on se rend compte que c'est nous qui faisons circuler le coronavirus, là, on doit se donner les moyens de l'empêcher de circuler. Si on l'empêche de circuler en ce moment, nos activités reprendront comme avant. On pourra reprendre la vie d'avant et tout sera simple comme entre-temps. Et donc, nous sommes très ravis de cette opportunité que Direct 7 nous offre. Nous vous remercions sincèrement. Nous disons merci au Bureau national pour avoir appuyé le Grand Lomé dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous disons également merci aux 2 collègues de la préfecture d'Agoy-Nivé du Golfe pour la mobilisation. Sincèrement, ça a été un grand travail de mobilisation. Ils ont réussi. Nous leur jetons des fleurs. Et également, les associations de jeunes qui n'ont pas encore emboîté les pas des autres qui sont membres du CNJ, nous leur faisons appel. Nos portes sont ouvertes. Ils peuvent passer à tout moment pour aussi venir s'enregistrer. Merci à vous, Ibrahim Aboubakar, président du Conseil régional de la jeunesse du Grand Lomé. Avec eux, nous avons quand même parlé des actions aujourd'hui du CNJ en termes d'accompagnement, de solidarité vis-à-vis des personnes en greffe vulnérables. Parce que cette terminologie la pose un problème. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Un dernier mot, un tout dernier, vous permettez, voilà. Oui, c'est important. Il fallait quand même que nous adressions nos remerciements aux partenaires qui a bien voulu nous accompagner sur cette action. C'est la Fondation Magdénus. Voilà, un grand remerciement à elle et un remerciement aussi aux autorités locales. Voilà, les préfets et maires qui ont bien voulu porter leur concours à la chose. Et un grand merci aussi aux populations qui nous ont largement accueillis et qui ont permis une réalisation efficiente de l'activité sur le terrain. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivi. Le rendez-vous, il est pris pour la semaine prochaine. Et portez-vous bien. Bonne suite de nos programmes sur la chaîne Direct 7. Merci.